Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va analyser en détail toutes les âneries, toutes les contre-vérités, toutes les fausses nouvelles, en fait, tous les mensonges qui ont été propagés par la direction durant la préparation de la grève du 5 mars 2018 à Pleyel. Alors pourquoi revenir sur cette grève plus d'un an après? Bah pour deux raisons. D'abord parce que c'est dans le cadre de cette grève que j'ai écopé d'une mise à pied de un mois et que le Conseil des prud'hommes vient d'annuler cette sanction. Donc l'affaire de ce point de vue-là se termine. Bon, alors la direction évidemment a fait appel, mais enfin on a quand même le recul nécessaire aujourd'hui pour faire un bilan de toute cette histoire. Et puis parce que en fait ce qui s'est passé à Pleyel n'a rien d'exceptionnel, c'est un cas d'école, une direction qui a un recours massif aux mensonges et aux fausses nouvelles, qui arrive à retourner un pseudo leader syndical qui soit par bêtise, soit par intérêt, se met du jour au lendemain à servir la soupe à la direction et à l'aider à propager ses mensonges. Tout ça a eu lieu à Pleyel l'année dernière, mais tout ça peut avoir lieu partout, n'importe quand, et donc ça reste intéressant pour tout le monde à analyser dans le détail. La première fausse nouvelle qui a beaucoup circulé dans toute cette affaire, c'est l'identité de la balance, l'identité de la personne qui a transmis à la direction le message WhatsApp qui lui a permis de me sanctionner. Je tiens à être très précis dans cette vidéo, je prouve tout ce que je dis, document à l'appui, et donc, à ce sujet, je n'ai pas de preuves quant à l'identité de cette personne. Alors tout le monde est venu me voir en me disant mais c'est obligé, c'est l'administrateur du groupe. Bon, pour les gens du dépôt, l'administrateur du groupe, c'est l'administrateur du groupe, hein, tout le monde voit qui c'est. Les gens qui ne sont pas du dépôt n'ont pas besoin de connaître son nom, d'ailleurs ils le rencontreront vraisemblablement jamais, donc on va le surnommer Caramel. Caramel! Donc tout le monde est venu me voir en me disant mais je suis sûr que la balance c'est Caramel, c'est forcément lui qui t'a donné, etc. Donc je le dis haut et fort, je n'ai aucune preuve que ce soit Caramel qui ait transmis le message WhatsApp à la direction. Maintenant, j'ai quand même un élément concret pour dire que Caramel est un indicateur, voilà, Caramel est un informateur privilégié de la direction. Cet élément concret de preuve, c'est ce que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure, c'est un courrier de dénonciation d'une copie double, voilà, qui a été joint par la direction au dossier prud'homal. Et là, c'est l'arroseur arrosé, puisque dans un premier temps, Caramel dénonce ses propres collègues, et dans un second temps, la direction, elle le lâche, hein, et lorsqu'elle a besoin d'utiliser son courrier de dénonciation au Conseil des prud'hommes, en audience publique, eh ben, elle le fait. Elle met sur la place publique son nom, son prénom, et pas son surnom, hein. Là, c'est pas aussi gentil que ce que je fais moi. Alors dans le courrier, il joue la carte de la victimisation. Il serait victime de l'acharnement des représentants de la CGT Rive-Nord. C'est sûr que c'est pas lui l'acharné, hein, à appeler à reprendre le travail 3 jours avant une grève. On ne pourra pas le taxer d'être un acharné. Il cite également mon nom en disant que j'aurais indiqué qu'il était un mauvais syndicaliste. Ouh là là, un mauvais syndicaliste. Quelle violence verbale, quel acharnement, hein. Alors il retranscrit également une partie du fameux message WhatsApp, hein, et là-dessus je tiens à être précis. J'ai été précis depuis le début et honnête. C'est toujours pas la preuve qu'il a transmis le message lui-même à la direction. Bon, il en fait une transcription écrite et cette transcription, il la transmet à la direction en précisant bien que tous les collègues inscrits sur le groupe avaient entendu le message et que c'est très grave. Il écrit également dans son courrier, je cite, les membres de la CGT, ils étaient ce jour de grève tous relevés par la direction. Alors là, ça va loin quand même. C'est pas seulement que les gens de la CGT ne se déclarent pas grévistes, hein, et trompent les collègues en allant travailler alors qu'ils ont appelé à la grève, c'est pas non plus qu'ils utilisent des moyens syndicaux, c'est-à-dire des relèves, des décharges syndicales, comme on dit en dehors de la RATP, pour toucher un salaire pendant les grèves, tout en étant présent sur le piquet de grève et en faisant semblant d'être gréviste. C'est encore mieux, ce serait la direction qui les déchargerait, qui les relèverait de leur service, la même direction qui propose des repos de travail aux agents sur les jours de grève afin de couvrir les services, qui demande à ses managers d'appeler les agents
pour leur dire que leur déroulement de carrière serait bloqué s'ils persistent à être grévistes. Cette direction qui fait des économies de bout de chandelle sur tous les plans trouverait là des crédits, des budgets pour payer les syndicalistes pendant les grèves. Alors évidemment, c'est complètement stupide de penser que la direction pourrait relever des syndicalistes pendant les grèves. C'est encore plus stupide de l'écrire à la direction qui, elle, sait bien qu'elle ne le fait pas. Mais c'est une chose de dire que c'est stupide et c'est autre chose de prouver que c'est faux. Donc, je vous mets à l'écran mon bulletin de pointage de mars 2018. On voit que le 5, eh ben, j'étais en 660, c'est-à-dire en repos. En conséquence, comme j'étais en repos le 5, ben moi je me suis déclaré gréviste à partir du 6. Et on peut bien constater sur mon BNP que je suis gréviste, pointé 785 le 6 mars 2018. Arrivé là, évidemment, hein, le soir du 6, on a fait le constat qu'on n'était plus assez nombreux en grève et on a repris le travail à partir du 7. Maintenant, au-delà de la grève du 5 mars, c'est pas la première fois que Caramel essaye de faire croire que les syndicalistes, et notamment les gens de la CGT, sont payés les jours de grève. En effet, afin, selon lui, de prouver que les grévistes étaient bel et bien payés pendant les grèves, il a sorti les photos d'un fac-similé de chèque de 30 000 euros. Alors, il a fait tourner ça en disant: «Mais regardez sur quoi je tombe, c'est un truc de ouf, je suis tombé sur un chèque de 30 000 euros de la CGT, c'est la preuve qu'ils sont payés les jours de grève», et cetera. Bon, déjà, faut pas être bien malin pour imaginer que si les gens de la CGT étaient payés en loose day pendant les grèves, ils afficheraient directement dans leur panneau syndical, aux yeux de tous, le chèque qui le prouve. Alors, ce facsimilé de chèque, bah, tout le monde le sait, c'est le chèque de la caisse de grève qui avait été mise en place en 2016 pendant le mouvement national contre la loi travail. Alors une caisse de grève en deux mots, bah, c'est les gens qui sont solidaires du mouvement, mais qui eux-mêmes ne peuvent pas faire grève parce qu'ils sont retraités par exemple, ou parce qu'ils sont chômeurs, privés d'emploi, qui donnent une petite pièce ou un gros billet pour soutenir les grévistes. En 2016, c'est le syndicat CGT Infocom qui a organisé la caisse de grève. Ils ont récolté plus d'un demi-million d'euros en quelques semaines et ensuite ils ont réparti cet argent entre les différentes branches professionnelles. Ils ont donc remis dans ce cadre-là un chèque de 30 000 euros à la CGT RATP, un chèque à répartir entre tous les grévistes de la RATP. Qu'ils soient syndiqués CGT, syndiqués ailleurs ou même pas syndiqués, peu importe, il suffisait de prouver, feuille de paye à l'appui, qu'on avait fait au moins 4 jours de grève à partir du 2 juin, date du début de la grève reconductible, pour bénéficier de 20 euros de solidarité financière par jour de grève effectif. Si je prends mon exemple, voilà, je vous montre ma feuille de paye de juillet 2016. J'avais eu une retenue sur salaire pour cause de grève de 1 081 € et 16 centimes, correspondant à 12 jours de grève, et j'ai bénéficié de 240 euros de solidarité financière. Voilà. Ceci étant dit, quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui propage des fausses informations par ignorance, bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On lui explique et puis après, on passe l'éponge. C'est pas grave, ça peut arriver. Donc moi, dès que j'ai vu que Caramel commençait à propager cette fausse information avec la photo du chèque à l'appui, bah, je lui ai téléphoné directement. Sauf que ça n'a rien changé. Dans les jours qui ont suivi, il a continué à raconter la même chose. Cette fois, plus par ignorance, mais par malveillance. Ça montre que son but, en fait, c'était de nuire à la grève et de rendre service à la direction. Peu importe qu'il faille prendre les agents de Playel pour des abrutis au passage. Ça l'a pas dérangé. Après, ça a existé de tout temps, hein, soit des gens qui, par bêtise, croient les promesses de la direction, soit des gens qui, par intérêt, font semblant de les croire. Bon, Caramel, là-dessus, il a rien inventé, hein, la direction non plus. D'ailleurs, en mars, donc Caramel crie sur tous les toits que le chèque a servi à payer les grévistes. En juillet, il ressort les mêmes photos du même facsimilé du chèque et il dit que ce chèque a servi à me payer moi pendant ma mise à pied. Donc on voit qu'il était vraiment prêt à tous les mensonges pour rendre service à son nouvel ami, le directeur. Alors ce qu'on peut se demander aussi évidemment, c'est pourquoi est-ce que, il a, trahi la grève dans un premier temps et pourquoi dans un deuxième temps il a été jusqu'à dénoncer, un collègue. Ce qui est certain, c'est qu'il était convoqué en disciplinaire pour des fautes graves de sécurité quelques jours avant le début de la grève
et que le lendemain de cet entretien disciplinaire, il a appelé tout le monde à reprendre le travail en disant que le directeur avait entendu toutes les revendications. Ce qui est certain également, c'est que la direction lui reprochait des fautes de sécurité graves et qu'il n'a pas été déféré devant le conseil de discipline. D'ailleurs, tant mieux pour lui. De là à imaginer qu'il a passé un accord avec la direction du style vous ne me sanctionnez pas trop lourdement, en échange je fais mon possible pour torpiller la grève et je balance les meneurs, il n'y a qu'un pas. Chacun en tirera ses propres conclusions. Alors je sais que parmi les collègues qui regardent cette vidéo, il y en a qui vont être étonnés et qui vont se dire mais c'est pas possible que la direction utilise à ce point la dénonciation, surtout mensongère, pour servir ses intérêts. Eh bien, si c'est votre cas, jetez un petit coup d'œil à la brochure qui concerne le dispositif d'alerte, hein. Là-dedans, on demande aux agents de dénoncer des choses aussi vagues qu'un préjudice grave pour l'intérêt général ou encore des faits contraires au code éthique. Inutile de dire qu'avec des caramels, la direction n'a pas fini de recevoir du courrier. Ceux qui sont du côté du pouvoir, ils trouvent toujours des pauvres types ou des pauvres meufs pour aller dans leur sens et pour servir leurs intérêts. Ils utilisent ces gens comme des pions tant qu'ils leur sont utiles, et puis après ils les envoient en l'air et ils s'en débarrassent. Alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'acteur principal là-dedans, c'est pas Caramel. Lui, il a été juste manipulé, quoi. L'acteur principal, c'est bien la direction qui lui a mis la pression et qui l'a fait craquer pour l'instrumentaliser. On va donc maintenant étudier en détail tous les mensonges propagés par la direction pour torpiller le mouvement de grève. On va se baser pour ça sur deux documents. Le premier, c'est le dernier tract qui est sorti avant la grève. Et le deuxième document, c'est le communiqué de la direction qui est sorti le 27 février 2018. Alors pour regarder un petit peu tout ça, je vous propose une méthode simple, on va faire pareil à chaque fois. On prend une revendication qui figure sur le tract, on regarde la réponse apportée par le directeur dans son communiqué, et ensuite on va voir la réalité. Alors la première revendication qui figurait sur le tract, c'était de demander qu'on arrête de sanctionner les agents pour le moindre accident de la circulation. L'idée c'est qu'on est des professionnels, que des accidents on en évite 30, 40, 50 par semaine, et de temps en temps on accroche, on mérite pas d'être sanctionné pour ça, il y en a ras-le-bol. C'était ça l'idée. Lui, dans son communiqué, il fait pas de réponse sur ce sujet-là, il fait une réponse vague sur le management, où il donne deux chiffres. Le premier, c'est qu'en 2017, 383 rapports ont été rédigés à Rive-Nord, et que ces 383 rapports n'auraient donné lieu qu'à 25 sanctions disciplinaires. Alors moi, je me suis procuré la liste de toutes les sanctions disciplinaires qui ont été prises à Rive-Nord entre le 1er janvier 2017 et août 2018. C'est le document que vous voyez à l'écran. Ce qu'on constate à la lecture de ce document, c'est qu'entre l'arrivée de la direction actuelle à Rive-Nord et la grève, il y a eu 7 sanctions disciplinaires qui ont été prononcées pour des accidents. Entre la grève et août 2018, c'est-à-dire en 5 mois, il y en a eu 9. Donc, indice de crédibilité de ceux qui nous avaient dit que les revendications avaient été entendues et qu'on pouvait dormir sur nos deux oreilles. On va appeler ça au hasard l'indice de crédibilité caramel. Eh ben, zéro. Indice de crédibilité caramel, zéro sur ce premier item. Alors vu qu'on est sur la thématique du disciplinaire et qu'on a sous la main la liste des sanctions, on va maintenant se pencher sur la deuxième revendication, à savoir les sanctions disciplinaires qui pleuvent, et aussi en même temps sur la cinquième qui concernait les suivis BSP. Pour les gens qui ne sont pas machinistes, hein, je rappelle, BSP c'est la brigade de surveillance du personnel, hein. C'est des gens qui viennent déguisés, camouflés en usagers, et qui, carnet à la main, prennent des notes pour allumer le machiniste, hein, et permettre à la direction de le sanctionner, puisque comme dans tous les boulots, eh bien, on est soumis à des injonctions contradictoires. À partir de là, une partie de notre travail consiste à faire des arbitrages entre telle ou telle réglementation, entre telle ou telle injonction. Quand on a pour objectif de nous sanctionner, ben, on peut le faire relativement facilement. On va prendre un exemple très simple pour illustrer cette notion d'injonction contradictoire. On peut être sanctionné si on franchit un feu orange. Ça a été le cas 8 fois en 2017 à Rive-Nord. Et on n'a pas le droit non plus de faire un freinage trop brutal. En effet, si une personne chute et se blesse dans le bus, bah, ce sera comptabilisé comme un accident. Et on vient de voir que les accidents étaient sanctionnés par la direction. On en revient maintenant aux chiffres et on constate que dans les 5 mois qui ont suivi la grève,
eh bien 28 sanctions disciplinaires ont été prononcées suite à des rapports de la BSP. Indice de crédibilité caramel, 0. Pour conclure donc sur cette thématique des sanctions disciplinaires, on revient sur la deuxième revendication qui figurait sur le tract et qui était une revendication générale à ce sujet. Les sanctions disciplinaires qui pleuvent, ça suffit, voilà ce qu'on avait écrit. De son côté, le directeur avait écrit qu'en 2017, seules 25 mesures disciplinaires avaient été prononcées à Rive-Nord. La réalité, c'est qu'en 2017, à Rive-Nord, 83 sanctions disciplinaires ont été prononcées. Et pour être tout à fait honnête, vu que la direction actuelle est arrivée en cours d'année, eh bien on peut retirer les sanctions qui ont été prises par la direction précédente. On atteint quand même le total de 73 mesures disciplinaires prises par la direction actuelle en 2017. L'indice de crédibilité caramel descend en dessous de zéro, mais il n'a pas fini de chuter parce que malgré les promesses d'écoute bienveillante, dans les 5 mois qui ont suivi la grève, 136 mesures disciplinaires ont été prononcées par la direction. Plus de 30 chaque mois. Alors là, l'indice de crédibilité caramel est porté disparu, de toute évidence, il est tombé dans le trou. La revendication suivante, elle concernait le flicage des agents malades. On avait écrit sur le tract, les contrôles à domicile en cas d'arrêt maladie, ça suffit. Dans son communiqué, le directeur ne prenait même pas la peine de répondre à cette problématique. Pourtant, son management et ses méthodes sont particulièrement pathogènes. Pour illustrer cela, on va comparer les chiffres de sa dernière année à Aubervilliers et les chiffres de sa première année à Rive-Nord. On commence par l'ACC, l'alternative courte à la conduite, un dispositif de prévention qui permet aux machinistes de souffler quelques jours loin de la conduite, loin du contact avec le public lorsque le stress, lorsque la fatigue sont trop importantes. Avant l'arrivée du directeur actuel à Rive-Nord, 2965,16 jours aptes avaient été consacrés à l'ACC sur le dépôt. La première année d'exercice du directeur actuel, ce chiffre a été divisé par 3. On arrive à 1015,06 jours aptes. Autre chiffre, celui de l'inaptitude professionnelle. Lorsque l'équipe de direction actuelle quitte Aubervilliers, ce dépôt détient le triste record de l'inaptitude avec 4,25% de l'effectif en situation d'inaptitude professionnelle. L'année suivante, l'inaptitude tombe à 3,22% de l'effectif à Aubervilliers. A l'inverse, avant l'arrivée de l'équipe actuelle à la tête de Rive-Nord, l'inaptitude est de 2,52% de l'effectif. Et la première année d'exercice du directeur actuel à Rive-Nord, ce chiffre explose et atteint les 4,22%. Alors pour être honnête, on ne peut pas imputer à 100% à une direction les chiffres de l'inaptitude professionnelle dans un établissement, mais en revanche, on a vu avec les chiffres de l'ACC quelles étaient les méthodes de la direction actuelle, et on ne peut pas non plus exonérer à 100% la direction de ses responsabilités sur les mauvais chiffres de l'inaptitude. Le management de la direction actuelle est donc pathogène et la revendication qui consistait à dire stop au contrôle à domicile des agents en arrêt maladie était tout à fait légitime. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'un côté, la direction continue son management pathogène et de l'autre, elle continue à fliquer les agents malades. L'indice de crédibilité caramel qui était tombé dans le trou au précédent item continue son voyage vers les abysses. Autre revendication inscrite sur le tract, la fin des contrôles aux faciès réalisés par le directeur en rentrée de centre. Dans son communiqué, le directeur indiquait que cette présence de l'encadrement à la rentrée des bus permettait d'être à l'écoute des difficultés que l'agent a pu rencontrer dans sa journée et que la démarche était bienveillante. Alors c'est amusant avec le recul de voir qu'on nous parle à l'époque de démarche bienveillante et puis que dans les 5 mois qui suivent la publication de ce communiqué, 183 sanctions disciplinaires sont prononcées à Rive-Nord. Amusant aussi qu'on nous parle d'écoute bienveillante et de dialogue, alors que la direction oblige désormais les machinistes à se débrouiller sur leur temps libre pour participer aux expressions directes. Vous voyez à l'écran une convocation pour une ED,
sur laquelle il est bien spécifié qu'aucune relève ne sera accordée. Le message c'est on veut bien écouter les machinistes, mais on va quand même pas les laisser s'exprimer. On n'a plus aucune nouvelle de l'indice de crédibilité caramel. La dernière revendication inscrite sur le tract concernait les 2 fois de la mort et les TM dégueulasses. Pour les gens qui ne sont pas machinistes, les TM c'est les tableaux de marche. Moins on donne de moyens à la cellule technique pour travailler ces tableaux de marche, plus le métier est pénible pour les machinistes. Par exemple, un mauvais tableau de marche va comporter beaucoup de services qui durent très longtemps, beaucoup de services qui finissent mécaniquement en retard parce qu'ils sont mal ficelés, beaucoup de services en 2 fois, beaucoup de services qui commencent à un endroit et qui finissent à un autre, etc., etc. D'ailleurs, c'est suite à la mise en place de TM particulièrement dégueulasses sur le 66 et sur le 85 que le mouvement avait débuté l'année dernière, avant de s'étendre à toutes les lignes du dépôt et de regrouper des revendications plus variées. À ce sujet, le directeur avait écrit qu'il s'engageait à proposer avant la mi-mars 2018 des TM minimisant les aspects les plus négatifs pour les machinistes. Qu'en est-il un an après? Je suis bien placé pour en parler car je suis en roulement sur le 85. Nous, on a 7 services en 2 fois, dont 3 font entre 11h58 et 12h36 d'amplitude. La semaine dernière, j'ai fait le 35e, 12h20 d'amplitude. Le lundi, 13 minutes de retard le matin, 16 minutes de retard le soir. Le mardi, 11 minutes de retard le matin et 26 minutes de retard le soir. Indice de crédibilité caramel, mort et enterré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, puis vous a appris 2-3 trucs. J'espère notamment que les collègues de Playel, bon, bah, ils voient un peu plus clair sur la manière de faire de la direction du dépôt. Alors je le répète, hein, c'est pas pour régler des comptes que j'ai fait cette vidéo, mais c'est bien à titre informatif, parce que la grève bah, de l'année dernière, elle a échoué. Les résultats de cet échec, eh ben, je les ai expliqués et étudiés dans le détail dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, il est plus que temps de préparer la prochaine, ça peut plus durer. On sait que le contexte général pour nous, c'est la mise en concurrence et la privatisation du réseau bus. On l'a vu dans cette vidéo, la direction du dépôt était prête à tous les mensonges pour avancer. Au niveau de la direction du département et de la direction générale de la RATP, c'est exactement la même chose. Et le vrai gros mensonge qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui à l'échelle du département, c'est celui de la mise en concurrence. On essaye de nous faire croire que si on fait les efforts nécessaires, on va s'en sortir dans un environnement concurrentiel, etc., etc. C'est faux. La mise en concurrence, elle a pour objectif de céder au privé l'exploitation des réseaux bus afin d'en faire un business. Ce qu'on a à y perdre, bah, c'est en tant qu'usager, en tant que citoyen, c'est le service public, en tant que travailleur, en tant qu'agent. On va tous y perdre au minimum nos conditions de travail et notre statut. Et pour beaucoup, on va y perdre carrément notre emploi. Alors de la même manière qu'on a vu que la direction locale était prête à raconter n'importe quoi, eh ben, il faut ouvrir les yeux, comprendre que la direction du département bus et la direction générale de la RATP font exactement la même chose. Ils nous racontent des sornettes. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, et maintenant il faut se réveiller pour préparer la prochaine grève. Non seulement à Pleyel, mais dans tout le département bus et dans toute la RATP. Tous les jours, on transporte des millions de travailleurs en Île-de-France, on est un rouage essentiel du système économique. Alors à l'inverse, on a aussi le pouvoir de tout bloquer et de se faire entendre très rapidement en cas de grève massive. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.